Bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez, vous nous voyez bien? Si vous pouvez me dire dans le chat si vous nous voyez, vous nous entendez. Merci Jean, merci Nicolas. Super. Et ben, on va commencer tout doucement. Et ben, je suis ravi d'être là ce matin. Je suis ravi d'être accompagné par Nicolas. Nicolas Mel, qui est coach en prise de parole et qui va vous parler au moins pendant une petite heure et répondre à vos questions. Je vais lui laisser la parole dans quelques secondes, mais juste avant, je vais vous partager un petit lien. Vous en avez sûrement entendu parler, mais on organise une bourse pour les entrepreneuses engagées depuis un certain temps. Il n'y a que quelques jours encore pour candidater. Donc, si vous connaissez autour de vous des femmes qui ont des projets à caractère social ou environnemental, eh bien, je vous invite fortement à les encourager à candidater. Et si c'est pour vous-même le cas, eh bien, je vous invite aussi à candidater. Voilà, je reviendrai pour ma part en fin d'intervention et je vais laisser le parole et la plateau à Nicolas. Merci Virgile. Merci à tous de votre présence et de vos réponses. Moi, j'espère que vous allez bien. Et comme Virgile l'a annoncé, aujourd'hui, on va parler d'art oratoire, de prise de parole, de communication orale, avec plusieurs choses de prévues. Et je vais commencer par me présenter. Nicolas Mel, je suis formateur en prise de parole depuis quelques années maintenant. Je commence toujours comme ça. Je suis un ancien super grand timide. Pendant des années, prendre la parole, c'était une horreur, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et ce qui est assez marrant, c'est que petit à petit, me rendant compte que j'étais très mauvais, j'ai voulu me former. Et je me suis formé auprès de partenaires, l'école de l'art oratoire, d'associations. Et aujourd'hui, ayant fait un petit chemin, j'accompagne maintenant des partis politiques, des personnalités particuliers, des entreprises, toujours autour des mêmes enjeux. Je veux être plus à l'aise, je veux gérer mon stress, et d'autre part, je veux être plus convaincant, éloquent quand c'est nécessaire. Et aujourd'hui, je vous ai prévu 1 heure, 45 minutes, pendant lesquelles je vais vous présenter quelques techniques que je propose à mes clients. On va parler aussi de gestion du stress, d'art oratoire et d'accroche. Et à la fin, on prendra 15 minutes pour répondre à vos questions que vous mettrez dans le chat et dans l'espace des questions qui est prévu. Bon, l'idée, ce n'est pas de faire un cours. Vous allez voir, moi, je ne suis pas un professeur, donc je vais vous demander le plus possible d'interagir dans le chat. Je me permettrai de le faire également. Et sentez-vous libre de me dire tout ce qui vous passe par l'esprit, pas de tabou, et bienveillance oblige. Et pour commencer, j'ai une petite question à vous poser. Ça me permettra de voir si on est entre gens experts ou plutôt néophytes. J'aimerais vous demander ce qui, selon vous, fait qu'une prise de parole est réussie. À quoi êtes-vous attentif lorsque vous essayez de voir la qualité d'une prise de parole? Est-ce que vous regardez des facteurs de fond, des facteurs de forme? Qu'est-ce que vous regardez et qu'est-ce qui vous permet de dire qu'une prise de parole est réussie? Et Elisa, je vous lis, vous parlez déjà de communication non verbale. Beaucoup d'études disent que la communication non verbale, c'est 93% du fond, enfin du plus important. Ces études, elles ont été nuancées et aujourd'hui, on essaie d'équilibrer un petit peu les deux. Le fond serait aussi important que la forme. Morgane, vous nous parlez des hésitations, le fait de ne pas bégayer, le fait de réussir à être fluide. Elisa, vous nous parlez des E, on en fait tous, ces petites scories non verbales qui montrent que l'on ne sait pas tout à fait ce qu'on a prévu de dire. L'énergie, le silence, je lis, ça va de plus en plus vite. La clarté, le message, l'attention des auditeurs, effectivement. Est-ce que ce que je dis donne envie d'écouter? Les mots-clés et les mots qui reviennent. Alors, je vais vous dire un truc. Si je dois penser à tout ce qui est écrit, je vais stresser. Parce que voulant ne rien oublier, je vais penser aux mots à utiliser, à la communication non verbale, à ma structure, à trop de choses, trop d'éléments pour me permettre d'être à l'aise face à un public en visio, en présentiel, ce que vous voulez.
Du coup, ce que je vous propose, c'est une huile essentielle de contenu, une épure. Et cette épure, elle s'appuie sur 3 lettres. Si vous retenez que ça, vous aurez déjà fait une belle progression dans vos prises de parole. RDV. Allez, je l'écris dans le chat. RDV. RDV pour regard, dos, voix. R, regard, D, dos, V, voix. Le dos, j'entends par là votre posture, mais votre gestuelle, ce que vous faites de votre corps. Et si vous êtes au rendez-vous de votre prise de parole, c'est que vous appliquez le RDV, le regard, dos, voix. Je vous propose de travailler sur chacun de ces points, regard, dos, voix, pour magnifier votre communication non verbale. Le regard, si on commence par ce point, va présenter beaucoup d'intérêt. Évidemment, quand vous posez votre regard sur le public, vous allez être plus écouté parce que vous l'écoutez plus. Vous allez pouvoir développer plus facilement vos idées et maintenir le fil des idées par le fil du regard. Vous allez aussi être moins stressé parce que vous allez vous décentrer. Mais au-delà des intérêts, il va y avoir quelque chose de super important à côté duquel beaucoup d'entre nous passons. Si je vous demandais de faire l'exercice suivant, alors vous ne pouvez pas le faire là, mais je vous inviterai à le faire plus tard. L'exercice consiste à regarder quelqu'un qui est face à vous 90 secondes dans les yeux sans rien dire. Rien que ça. Si je vous demandais de faire ça, comment vous sentiriez-vous? Je serais très curieux de savoir qui se sentirait bien, ok, qui se sentirait un peu moins bien. Si vous deviez regarder quelqu'un droit dans les yeux pendant 90 secondes, 1 minute 30 et pas 1h30, 90 secondes sans rien dire, comment vous sentiriez-vous? Vous pouvez me mettre ça dans le chat. Oui, tout va dépendre de la personne. En tout cas, pour les 2 autres qui me répondent, je vois plutôt gêné, plutôt mal à l'aise, je n'aime pas les blancs. 90 secondes, c'est long, en effet. Et je vais vous dire, cet exercice, je l'ai fait à peu près 800 fois. Et ce qui est marrant, c'est que je suis parfois très gêné et je suis parfois très à l'aise. Quand je suis très gêné, je ne me dis pas les mêmes choses que lorsque je suis très à l'aise. Je vous donne un exemple. Imaginons que je fasse cet exercice avec Karima, qui vient d'arriver. On se regarde droit dans les yeux pendant 90 secondes sans rien dire. Si je suis très à l'aise, eh bien, je ne me dirai pas la même chose. Commençons par la configuration où je suis mal à l'aise. Karima me regarde et je me dis, mince, Karima voit que je suis gêné. Karima voit que je suis stressé. Mais à quoi pense Karima? Est-ce qu'elle sent que je ne suis pas à l'aise? C'est comme si je me concentrais sur le regard que le public, que l'autre me donne. Pourquoi? Parce que je suis regardé. Je suis le centre de l'attention. Je suis mal à l'aise. Les personnes qui sont à l'aise lors de cet exercice ne se diront pas du tout ça. Ce qu'elles se disent, et c'est assez marrant, à la fin de cet exercice, c'est « Ah ben c'est marrant, Daniel, je prends votre exemple, je me suis concentré sur Daniel. Je me suis concentré sur la couleur de ses yeux. Je me suis concentré sur la forme de son visage. Je me suis demandé s'il avait passé une bonne journée, s'il avait bien dormi, s'il avait bien mangé. » Ces personnes, à la fin de cet exercice, ne vous diront pas « je suis regardé », elles vous diront « c'est moi qui regarde ». Qui a raison, qui a tort, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui sont à l'aise, lorsqu'elles prennent la parole, à partir de leur regard, se disent « je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde ». Elles ne voient pas des miroirs, elles voient des tableaux. Vous voyez? Elles ne se demandent pas ce que le public qui les regarde pense, elles s'intéressent à ce qu'elles voient. Et ça passe par un regard posé sur son public. Donc, si je veux me déstresser, je vais devoir m'appuyer sur mon regard pour me décentrer. Et ce regard va avoir plusieurs dimensions. Retenez ces 3 mots-clés: singulier, aléatoire, d'intérêt décidé. Je commence par le dernier, d'intérêt décidé, c'est ce que je viens de dire. Je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Je m'intéresse à mon public grâce au regard. Singulier, le premier, on vous a sûrement dit, j'en suis sûr, essayez de balayer la salle comme ça, essayez de regarder tout le monde ou fixer un point. Je suis sûr qu'on vous a dit ça, que vous avez déjà entendu ce conseil. Fixez un point au fond de la salle, vous allez voir, c'est parfait. Bon, ça, c'est le pire conseil que vous pouvez entendre, parce que moi, quand je veux regarder tout le monde en balayant la salle, au final, je ne regarde personne. Et c'est quand je regarde personne que je vais être un petit peu stressé. Donc, si je veux être à l'aise, il va me falloir regarder chaque personne 3 secondes, une personne 3 secondes, une autre personne 3 secondes. En fait, je vais donner une phrase à une personne, puis une phrase à une autre personne, puis une phrase à une autre personne, etc., etc. Et ça veut dire que votre regard est singulier. Je regarde chaque personne 3 secondes, c'est la dimension singulière. Et puis le dernier point, aléatoire.
aléatoire. Pourquoi? Parce que trop souvent, moi je vois des personnes qui prennent la parole et qui ne regardent que les personnes au milieu, ou celles qui sourient, qui sont sympas. Sauf que parler en public, ça demande de parler à tout le monde. Donc je vais regarder aussi les personnes sur les côtés qui sont les premières oubliées, je regarde aussi les personnes au fond, et ça me permet d'avoir une dimension aléatoire dans le regard. Donc on retient 3 mots-clés sur le comment, d'intérêt décidé, je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde, aléatoire, je regarde tout le monde, et singulier, parce que je ne regarde pas une masse, je regarde des individus qui composent cet ensemble. Le regard, on pourrait aussi faire d'autres exercices. Si je vous demandais de parler à une personne pendant 1 minute 30 sans la quitter des yeux. Imagine que vous êtes à deux, en binôme, vous devez parler à quelqu'un pendant 1 minute 30 sans le quitter des yeux. Est-ce que vous pourriez me dire dans le chat qui y arriverait? Qui arriverait à rester concentré sur l'autre sans regarder un peu à gauche, regarder un peu à droite, regarder un peu en bas? Bon, je vois que Salif, il y a une forme d'honnêteté dans ce que vous dites, puisque pas moi. Et je vais vous dire, pour le faire assez souvent cet exercice, je dirais qu'une personne sur 4 y arrive. Donc c'est assez peu. Nabil, Fabien, Ludovic, vous me dites c'est compliqué, Morgane, ça dépend. Et vous savez pourquoi? C'est parce que très souvent, en fait, on a besoin de réfléchir. Et quand on réfléchit, qu'on accède à sa mémoire très souvent, on regarde ailleurs. Vous pouvez faire le test. Je sais qu'il y a de grandes chances que lorsque vous cherchez dans votre mémoire, vous regardez en haut à gauche. On va faire le test. Vous avez mangé quoi hier midi? Il est possible que pour certains d'entre vous, devant vos ordinateurs ou écrans de téléphone, vous ayez regardé en haut à gauche quand vous avez cherché la réponse à cette question. Et c'est tout à fait normal. Et même lorsqu'on prend la parole, c'est même plutôt normal de devoir casser un peu le fil du regard pour pouvoir réfléchir, se retrouver avec soi-même. Ce que je vous propose de faire, c'est la chose suivante. Si vous voulez être impactant par votre regard, je parle lorsque je maintiens le fil invisible du regard et je pose des silences uniquement lorsque le fil du regard se casse. C'est-à-dire que je regarde ailleurs, je pose un silence, et lorsque je parle, je peux maintenir le fil du regard. Orateur, oratrice, je regarde mon public. Auteur, autrice, j'écris ma pensée, ça se fait dans un silence, je casse le regard. Et très souvent, la problématique, c'est que quand on va regarder ailleurs, et là, vous me voyez venir, ce qui va se passer, c'est que je parle, et voilà. On ne supporte pas ces moments de silence, et on cherche à les couvrir avec des E. Sauf que vous avez besoin de silence pour réfléchir, pour respirer, et ce sont des petits détails, mais ça va vous faire gagner en charisme et en présence de pouvoir parler en regardant, poser des silences en regardant ailleurs, et faire cela continuellement. Autre point, ce qui manque beaucoup lorsqu'on prend la parole en présentiel ou en visio, c'est l'écoute du public. Si on faisait l'exercice suivant, que je vous demandais de me parler, et que vous me voyez comme ça sur mon téléphone en train de faire de l'insta, ce que vous voulez, je vous assure que vous ne seriez pas très à l'aise. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là. Vu que je ne suis pas là, vous en déduisez que je ne suis pas intéressé. Et pour les plus anxieux d'entre nous, on en déduira qu'on n'est pas intéressant. Si le public n'est pas là, pas intéressé, j'en suis pas intéressant. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est, grâce au regard, de créer de l'écoute. Cette écoute qui va nous rassurer parce que le public est là. Et si le public est là, c'est que ce que je dis est un petit peu intéressant et pertinent. Avant de vous dire comment obtenir cette écoute de la part du public, on va se mettre d'accord sur les signes d'écoute auxquels nous sommes tous ici sensibles. Et donc, je vous pose la question, comment savez-vous que vous êtes face à un public de gens qui vous écoutent? Quels sont les signes, et vous pouvez me les mettre dans le chat, quels sont les signes d'écoute? Et ça peut être très concret, hein. Quels sont les signes d'écoute auxquels vous êtes sensible qui vous permettent de dire « Ah oui, je suis face à des gens qui m'écoutent ». Mathilde nous dit, si les gens nous regardent, bon, c'est logique, et c'est tout à fait bienvenu. Les personnes penchent la tête en écoutant, parfois un peu à gauche si elles sont empathiques. Les gens me regardent, effectivement, on en a parlé, des réactions, le fait de regarder, les signes de tête, le regard, la posture, les réactions, on est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, Diego, vous nous dites que c'est compliqué d'avoir le regard quand on donne un cours. Je suis tout à fait d'accord. C'est un travail à la fois de réfléchir et de regarder. Mais ça veut dire accepter les silences.
Voilà, les questions, le sourire, il y a plein de choses. On pourrait ajouter à tout ce qui a été très bien dit les hochements de tête, le fait de sourire, ça a été dit, le rire, les silences physiques mais aussi vocaux, personne ne parle, et peut-être la posture qui indique que notre public nous écoute. Bon, cette question, au fond, rien de nouveau sous le soleil, puisque on le sait déjà. La vraie question, et cette question, ça fait peut-être 7 ans que je la pose, je n'ai pas eu de personnes qui ont avec évidence trouvé la réponse, peut-être que les choses vont changer aujourd'hui. Comment on fait pour obtenir tout ce que vous venez de noter? Comment on fait pour obtenir ce regard dont vous me parlez, les questions, le sourire, les silences? Comment on fait pour obtenir des signes d'écoute qui nous rassurent? Oui, Morgane l'écrit, avoir un bon sujet, c'est vrai. La complicité aussi, le thème est très large, la complicité, pardon, mais on pourrait essayer d'aller un peu plus dans le détail. Établir le lien, capter l'attention, oui, bah on s'est inscrit pour savoir. Bon, je lui dis OK, d'accord. Alors je vais me dire, je vais vendre la mèche. Bon, je vais le résumer comme ça. Et si vous retenez ça, c'est super. Quand vous prenez la parole, vous n'avez que ce que vous donnez. Vous n'avez que ce que vous donnez. Les personnes qui ont le plus d'écoute sont celles qui écoutent le plus leur public. Celles qui sont regardées sont celles qui regardent. Celles qui ont des hochements de tête sont celles qui hochent la tête en parlant. Celles qui ont des silences sont celles qui acceptent d'en poser. Celles qui ont une posture d'écoute sont celles qui elles-mêmes ont une posture d'écoute vis-à-vis de leur public. Vous n'avez que ce que vous donnez, c'est le premier point. Le second, c'est cette idée, vous savez, de variation. En fait, on va écouter quelqu'un qui a cette capacité à varier dans le fond, dans le ton et dans la forme. Dans le fond, avoir des sujets plus légers parfois. Dans le ton, avoir cette capacité à créer de la variation vocale. Et dans la forme, parler parfois plus fort, plus vite, plus rapide. C'est donc le deuxième point, la variation. Le premier, je vous le rappelle, c'était faire ce que vous voulez que le public fasse. Et le troisième, qui est le plus efficace, c'est pas parler en public, pas parler au public, mais parler du public. Si vous arrivez à parler de l'autre à l'autre, je vous assure qu'il va vous écouter parce que c'est lui le centre de l'attention. Et la vérité, c'est que ce qui nous intéresse au fond à nous, c'est nous. Donc parlez de l'autre à l'autre si vous voulez obtenir son écoute, en plus de la variation et en plus de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Tout ça pour revenir sur l'idée du regard. Le regard nous permet d'avoir cette écoute, nous permet de se décentrer, donc de se déstresser, et de maintenir le fil de nos idées bien en place, singulier, aléatoire et d'intérêt décidé. Vous vous rappelez de la deuxième lettre, la grande méthode. Il y avait le regard d'abord, et vient maintenant le dos. Voilà, Elisa, suis bien. Le dos, c'est votre posture et c'est votre gestuelle. Bon, la posture, on pourrait faire un exercice très intéressant. Vous pouvez le faire si vous voulez. Je pourrais vous demander de croiser les bras. Je pourrais vous demander de croiser les pieds. Et je pourrais vous demander, à l'issue de cela, de regarder vos pieds. Et si vous faisiez ça pendant 30 secondes, il y a de fortes chances que vos pensées vous stressent un peu, ou en tout cas vous mettent dans un état pas très sympa, notamment si on compare à une autre posture qui consisterait à mettre les mains sur les hanches, à lever légèrement le menton et à regarder vers l'extérieur, les pieds légèrement écartés. Cette posture-là, qu'on qualifie de posture de puissance, Amy Cuddy, qui en parle dans un TEDx assez connu, dit même que votre posture influence votre physiologie, qu'en fonction de la façon dont vous vous tenez en ce moment, eh bien vous avez des variations hormonales, un peu plus de cortisol, donc un peu plus de stress, un peu plus de testostérone, un peu plus de confiance en soi, selon son étude. Voilà, fameuse posture de Wonder Woman ou de Superman. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que il est vrai que pour certaines personnes, la posture influence la physiologie. Par contre, il est faux que pour tout le monde, la posture influence la physiologie. Ce n'est pas parce que je croise les bras que je suis stressé. Parfois, on croise les bras pour se concentrer. En tout cas, ce que toutes les études convergent à dire, c'est qu'il y a du placebo. Je sais très bien depuis tout petit que me tenir comme cela, prendre de la place, ça me fait gagner en confiance. Et vu que je crois en ça, eh bien, lorsque j'adopte ces postures-là, je me sens à l'aise. Si j'y crois pas, ça ne marche pas. Ce qu'on peut retenir aussi de cette étude, c'est que les personnes les plus à l'aise en prenant la parole sont des personnes qui sont dominantes, qui prennent de la place. Et ça, il est important de l'avoir à l'esprit. Plus vous allez accepter d'être dominant
Et à titre personnel, je suis assez gêné avec ce mot. Dominant, c'est-à-dire qu'il est dominé. Bon, plus je vais accepter d'être dominant, de prendre de la place, et plus je vais être à l'aise. A contrario, moins je vais accepter de prendre de la place, et plus je vais me sentir inhibé. Prendre de la place, ça passe aussi par les gestes. Et d'ailleurs, je suis très curieux de savoir, parce que là, on va voir que ça va être unanime, qui ici est à l'aise pour parler avec ses mains? Qui fait des gestes en parlant, plus ou moins précis? Qui est plutôt mal à l'aise pour en faire? Donc là, je vois que la plupart des personnes qui répondent en font. Delphine, Nabil, plutôt à l'aise tout le temps, Jean aussi, parfait. Il existe toute une typologie de gestes qui vous permet d'améliorer votre gestuelle. Les gestes parasites, c'est les gestes à éviter, vous savez, c'est les gestes où on se gratte le visage. Le problème, c'est que ces gestes-là créent des alternatives d'écoute, le public se concentre sur ce que vous faites, et moins sur ce que vous faites, et moins sur ce que vous dites. Donc ces gestes-là, on les évite. Les gestes, battements, sont les gestes que vous faites le plus souvent, avec les deux mains circulaires comme cela. Les gestes métaphoriques, vous présentez une idée avec vos mains. J'ai mangé hier un plat en sauce qui avait une saveur très particulière, iconique. Lorsque vous mimez une action, j'envoie des messages à des amis. Et par exemple, des gestes emblématiques. Ce sont des gestes qui se passent de mots pour être compris. Je vous fais un clin d'œil, un pouce, un OK, par exemple. On n'est pas en train de faire un cours. Donc, je vais vite sur la typologie de gestes parce que ce n'est pas ce qui présente un intérêt. Ce qui peut présenter un intérêt pour quelqu'un qui veut développer sa gestuelle, c'est la chose suivante. Développer sa gestuelle, ça demande d'être très attentif aux gestes que vous observez de la part des orateurs face à vous. Il est une super mauvaise idée que de développer sa gestuelle en se disant « Ok, j'ai prévu mon texte, et au moment où je vais dire attention, je vais faire le geste attention. » Et ça, pardon d'évoquer ce point politique, mais c'est ce qu'a voulu faire Valérie Pécresse dans un de ses meetings qu'on connaît un petit peu, et elle a été beaucoup décriée pour cela. Apprendre ses gestes, faire des gestes appris par cœur, c'est une très mauvaise idée. Si vous voulez développer votre gestuelle, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'être attentif aux gestes que vous voyez, et grâce aux neurones miroirs, vous allez plus ou moins les reproduire à partir de ce que vous en avez compris. Les gens qui font des gestes sont très certainement des gens qui, dans leur entourage, ont eux-mêmes des gens qui font des gestes. Jean, vous nous dites, mais pas trop pour ne pas distraire. C'est pas tant la quantité de gestes qui distrait, c'est beaucoup plus leur envergure. Je m'explique. C'est un petit peu comme la voix. Vous savez, c'est pas le fait d'avoir une voix particulière qui dérange, mais c'est d'avoir une voix qui prend trop de place. Ce qui peut nous déranger à nous Français, je dis nous Français parce que c'est très culturel, hein, vous allez en Italie, c'est un peu différent, c'est des gestes qui prennent trop de place. Vous voyez. Donc si on fait des petits gestes et qu'on en fait régulièrement, ça ne dérange pas. La posture, je voudrais revenir dessus. Il y a un point avec lequel on peut progresser en matière de posture. Très souvent, quand je vois des gens parler, on va avoir, quand on est un peu tendu, cette tendance à se recroqueviller, à rentrer un petit peu comme ça les épaules. Et on peut se dire, on s'en moque, au fond, on est là pour le fond. On ne s'en rend pas compte, mais l'image que vous donnez à voir va jouer énormément sur le sentiment que vous allez dégager. Et si vous voulez donner une impression de méprise, ou en tout cas être à l'aise pour vous déjà, il va falloir très légèrement rapprocher les omoplates. On voit où sont les omoplates, évidemment. Donc si je rapproche mes omoplates, vous voyez, il se passe un peu cela. On peut même, si on veut aller plus loin, imaginer un fil qui part de l'arrière du crâne et qui tire la tête vers l'arrière. Les personnes parmi vous qui ont fait de la danse, qui ont fait du chant, qui en font peut-être, vont se rappeler de certaines choses. Donc je rapproche un peu les omoplates, je tire la tête vers l'arrière, et là, si vous le faites en ce moment, vous avez ce sentiment d'être un robot. Pas naturel. Impression de forcer un petit peu. À moi de vous dire la chose suivante. Pas naturel, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas habituel. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque les choses deviennent habituelles, on en déduit qu'elles sont naturelles. À vous de voir, mais si vous voulez que la chose devienne naturelle, il faut d'abord qu'elle soit habituelle. Pourquoi pas le faire régulièrement? Un bon exercice que je peux recommander, c'est de commencer sa journée avec un livre sur la tête, et naturellement, on a le réflexe de se tenir un peu plus droit.
Regard, on est OK. Dos, on est OK. Il nous faut parler du dernier point, de la dernière lettre. Et je suis sûr que vous l'avez en tête puisque c'est le V, la voix. Et pour parler de voix, je vais me permettre de vous stresser pendant 30 secondes à peu près, pas plus. Imaginez qu'on ne se connaisse pas et que je commence cet échange comme cela. Et vous me dites, vraiment dans le chat, ne me laissez pas tout seul, dites-moi comment vous vous êtes senti après ça. Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, moi je m'appelle Nicolas et aujourd'hui je vais vous parler de prise de parole puisque c'est un vrai sujet. Et je suis assez content de vous parler aujourd'hui d'art oratoire parce que voilà, moi je suis un ancien timide et c'est pas toujours facile de devoir s'exprimer. Et donc voilà, je suis assez ému et en même temps, voilà, vous êtes assez nombreux, donc je suis très content d'être là. Je vous avais prévenu, je vous ai stressé. Bon, vous me dites, Delphine, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous, la voix est rentrée, elle est stressée, beaucoup de stress, stressé, ça stresse, ça met mal à l'aise, hyper stressé, ok, j'ai réussi mon coup. Exercice d'apnée, en effet, Nicolas, c'est beaucoup de travail. Alors, là, on met à distance la chose en la décrivant en disant vous êtes stressé, vous êtes stressé. Qui, dans son quotidien professionnel, qui, dans ses situations personnelles, n'a pas entendu de personne parler comme ça? Je ne sais pas qui. Parce que c'est quelque chose, là, Nabil, on sent que tu es mal à l'aise, c'est quelque chose qui nous arrive souvent. Peut-être pas à nous, mais en tout cas qu'on entend et auquel on est sensible. Et voilà, ça arrive souvent. Moi, j'aimerais vous demander comment vous expliquer que j'ai eu cette voix-là. Parce que je n'ai pas forcé. Hein. Alors au début, je me suis mis dans une configuration particulière. Mais une fois que j'étais dedans, je ne pouvais plus en sortir. Donc j'aimerais savoir comment vous vous expliquez cette voix perturbante, on va mettre un peu d'euphémisme. Voilà, ça m'arrive dans mes entretiens. Trop de pression, stress contagieux, le stress. Alors oui, je comprends d'un côté, d'un autre côté, bon, j'étais pas plus stressé qu'il y a 30 minutes. J'ai commencé il y a 30 minutes, mais vous voyez, enfin, il n'y a rien qu'à changer. Élise nous dit une bulle difficile à en sortir. Alors, ouais, alors là, il y a une explication psychologique. On s'angoisse d'angoisser, d'être jugé, le ton. Il y a autre chose. Voilà, alors là, Diego amène un élément intéressant. Les poumons ne se vidaient pas suffisamment. C'est effectivement la respiration qui a causé cette voix qui a eu du mal à se poser. Et ma respiration, si je vais dans le détail, était thoracique. Thoracique, respiration qui entraîne un mouvement de la cage thoracique, caractérisé par des épaules qui montent, une cage thoracique qui se développe. Et cette respiration est le meilleur moyen de faire trembler la voix quand on parle. Je sais que certains font du yoga, de la méditation, des activités dans lesquelles on vous conseille de respirer comme ça. Et c'est super. En matière de prise de parole, cette respiration, lorsqu'elle est très prononcée, va entraîner un tremblement vocal. Si vous voulez avoir une voix posée, une voix impactante, forte, qui marque, il va falloir développer sa respiration ventrale. Et la respiration ventrale, dans les deux cas, évidemment, ce sont les poumons qui se gonflent, mais elle s'observe par un avancement de l'abdomen, donc la partie basse du ventre qui avance lorsqu'on inspire et qui recule lorsqu'on expire. D'ailleurs, on peut faire le test en ce moment. Vous êtes certainement assis devant un écran. Vous pouvez mettre une main sur votre cage thoracique, sur le haut de votre corps, et une autre main sur le bas. Et je vais vous demander, si vous faites ça, de me dire, lorsque vous inspirez, lorsque vous prenez de l'air, quelle main vous sentez bouger. Est-ce que ça bouge plutôt en haut? Est-ce que ça bouge plutôt en bas? Certains vont écrire, et vous pouvez l'écrire dans le chat, certains vont dire ça bouge plutôt en haut quand j'inspire, d'autres vont dire ça bouge plutôt en bas. En général, c'est moitié-moitié. Et Ariane nous dit on décide, pas toujours. Certaines personnes n'arrivent pas à choisir leur respiration et il suffit d'être un peu stressé pour avoir encore plus de mal à choisir. À Morgane, vous nous dites ventrale debout, mais en haut lorsque je suis assis. Généralement, c'est un peu l'inverse. D'ailleurs, quand on est assis, on est plutôt en ventrale puisque le dos repose contre le dossier de la chaise, la cage thoracique est bloquée et donc la respiration ventrale est facilitée, mais vous nous dites l'inverse. Il faut absolument développer l'habitude de la respiration ventrale. Comment s'y prendre? Et Salif, vous nous dites les deux.
vous pouvez télécharger une application qui s'appelle Respirelax Plus. Alors, je n'ai pas d'action chez eux, je vous le dis tout de suite. Donc, vous pouvez aussi regarder sur YouTube parce que cette application, en tout cas le film de l'application, est disponible sur YouTube. Et Respirelax Plus, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. La pratique est simple. Maîtrisez votre rythme cardiaque à partir de votre respiration. Vous allez avoir sur cette application une bille qui monte et qui descend. La bille monte, vous inspirez, elle descend, vous expirez. Rien de difficile en apparence. Sauf que la bille va monter pendant 4 secondes et elle va descendre pendant 6 secondes. Elle est là la difficulté. Être capable d'inspirer 4 secondes et d'expirer 6 secondes. Soit vous y allez à la façon bourrin, et dans ce cas-là, je vais chercher à inspirer le plus possible, expirer le plus possible aussi, mais ça ne marche pas. Le secret de la cohérence cardiaque, c'est de réussir à inspirer super lentement et à expirer super lentement. Le nom de l'application, je l'ai écrit dans le chat, Respirelax Plus. J'inspire lentement, j'expire lentement, je vous en prie. Si vous faites ça en position allongée, ce sera le plus simple, une fois par jour, pour développer l'habitude de la respiration ventrale. Parce que ce n'est pas lorsqu'on est en train de parler, ce n'est pas lorsqu'on est en train de prendre la parole dans le cadre professionnel face à une équipe qu'on va avoir le réflexe de respirer avec le ventre. C'est soit une habitude, soit un réflexe, soit on ne l'a pas. Et si on ne l'a pas, la voix aura du mal à se poser. Donc, Respirelax Plus, tous les jours, j'inspire, j'expire. Ça peut être une bonne façon de développer l'habitude de la respiration ventrale. Mais si je suis honnête avec vous, ce que je viens de vous dire, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous savez respirer avec le ventre sans parler. Et nous, ce qu'on veut, c'est respirer avec le ventre en parlant. Si on fait le test et que je vous demande de remettre une main en haut, une main en bas et de parler, vous allez voir qu'il est beaucoup plus difficile. Et là, on est sur 1% des personnes qui arrivent inconsciemment, naturellement. Il est beaucoup plus difficile de développer, de maintenir une respiration ventrale en parlant. Dès lors, il faut en faire une habitude, il faut en faire un réflexe. Pour en faire un réflexe, c'est le niveau 2 de Respirelax Plus. La bille monte, vous inspirez. Et lorsqu'elle descend, plutôt que d'expirer, vous allez parler. Je vais m'entraîner à partir d'une inspiration ventrale, à parler, puis repartir sur une inspiration ventrale, et je parle, etc., etc., etc. C'est extrêmement compliqué comme exercice, mais réussir à faire ça, c'est une belle façon de développer sa respiration ventrale en parlant, et donc de gérer son stress, et donc de poser sa voix, et donc au final d'être plus à l'aise. Ah ouais, effectivement, Diego, vous avez raison. Ah oui, pardon, en fait, j'écrivais pas à tout le monde. Oups. Donc, je remets Respirelax Plus ici. RDV, regard, dos, voix. Vous êtes au rendez-vous de votre prise de parole. Vous appliquez le RDV. La voix, on pourra aller beaucoup plus loin, bien sûr, mais je pense que c'est déjà une bonne base. Le regard, on a vu comment s'en servir, pourquoi s'en servir. Le dos, la posture et la gestuelle. Et la voix, on vient de parler de respiration. Alors, je ne peux pas vous laisser là-dessus. Là, normalement, si on était en séance, vous et moi, en formation, je vous aurais dit, allez, Diego, c'est parti, prenez la parole, appliquez le RDV. Mais on ne le fait pas parce qu'on n'est pas à côté. Il faut absolument que je vous parle de ça, sinon, on va passer à côté de l'intérêt de cette méthode RDV. Ce que je dois vous dire, c'est que parmi vous, parmi nous, je sais qu'il existe, et je l'écris dans le chat, des messieurs parfaits. Je sais qu'il existe, quand je dis monsieur, évidemment, c'est madame et monsieur. Il existe des messieurs et des madames parfaits. Il existe des messieurs et des madames normales, normaux. Pardonnerez l'erreur. Il existe des messieurs et des madames cool. Il existe des messieurs et des madames libres. Qu'est-ce que j'entends par là? Monsieur parfait, c'est celui qui applique parfaitement le RDV. Le regard, le dos, la voix est nickel. On écoute ces personnes parler, on est juste subjugué. C'est très carré, c'est très parfait. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Je suis très curieux de vous entendre sur les avantages et les inconvénients. Selon vous, Monsieur Parfait, quelles sont ses qualités? Quels sont ses défauts? Monsieur Parfait qui applique parfaitement la technique, qui est en maîtrise totale,
très carré, a des avantages, mais a aussi des inconvénients. Ben voilà. Elisa, ils n'écoutent pas son public. Alors, c'est intéressant de noter que tout le monde commence par le défaut. Il n'y a pas d'écoute du public. Effectivement, on est très concentré sur ce qu'on a à dire, pas sur l'interaction. C'est pro, mais c'est chiant. Voilà. Jean, vous le dites mieux que je n'aurais pu le dire. Eddy, le défaut, on ne sait pas s'adapter. Le manque de flow, avantage, on comprend. L'ennui, bah oui, je pense que c'était très bien résumé. Et je vais le faire avec 2 mots. Avantage, c'est professionnel, c'est crédible. Et moi, j'ai besoin d'être crédible. Le défaut, c'est la distance. Je vais le dire simplement, je vote pour vous, mais quand je dois faire mes petits cartons d'invitation pour ma fête d'anniversaire, je n'ai pas pensé à vous. Vous voyez? Donc c'est pro, mais c'est distant. Voilà, inconvénient, il paraît inaccessible. Ça, c'est pour monsieur parfait, madame parfait. Monsieur normal, madame normale, bon, ben là, défaut égale avantage, je passe inaperçu. Je fais ce qu'il faut faire. Je m'intègre. Qualité, je passe inaperçu. Mes défauts, j'avais cet entretien d'embauche, il fallait me distinguer, bah, je suis passé inaperçu. Vous voyez? Donc, monsieur, madame normal, il est un peu moins dans la technique. On peut mettre une main dans la poche. On a le regard qui est un peu moins tendu. On est un peu moins dans le RDV. Avantage, je passe inaperçu. Défaut, je passe inaperçu. Bon. Je vous avais dit que la troisième posture, c'est monsieur, madame cool. Donc, je vous pose la question. Quel est l'avantage de jouer cette posture-là, monsieur, madame cool? Quel est le défaut à jouer monsieur, madame cool? Elisa, vous le dites, oui, on peut reprocher à un monsieur, madame cool d'être moins pro. Ludovic, qui a cette question de la crédibilité qui apparaît, comme on l'a dit pour monsieur normal. Charlie, voilà, le côté accessible, accessibilité, manque de crédibilité, voilà, risque de perdre la crédibilité. Et je pense que le mot risque est bien choisi parce qu'on n'est pas tous sensibles de la même façon. Alors, Elisa, vous anticipez un petit peu ce qui va se passer, mais alors, on va en parler. On veut bien boire un verre avec, une bière, mais on ne le prend pas toujours au sérieux. Ben oui, comme vous le dites, Michel. Donc, c'est ça. Je suis cool, je suis accessible, je suis dans la proximité, mais le défaut, c'est on peut me remettre en question dans ma crédibilité plus facilement qu'un monsieur parfait. Et puis, quand on va plus loin, catégorie 4, monsieur, madame libre, là, je suis en roue libre, il est 3 heures du matin, j'ai moins de filtres. Avantage, je dis tout ce qui me passe par l'esprit, je n'ai pas de filtre, et donc il y a quelque chose d'assez intéressant dans le côté fulgurant, pas de filtre, libre, Fabrice Lucchini. Mais le défaut, c'est que très souvent, ces personnes-là vont créer beaucoup de gêne dans l'interaction sociale, notamment pour les gens qui n'y sont pas prêts. Et là, je vous pose la question à laquelle Elisa se tentait de répondre. Où sont, selon vous, les meilleurs orateurs? Est-ce que ce sont des messieurs parfaits? Est-ce que ce sont des madames libres? Est-ce que ce sont des messieurs normaux? Est-ce que ce sont des madames cool? Où sont, selon vous, les meilleurs orateurs que vous avez écoutés? D'un côté, on nous dit les cool, un équilibre, c'est quand on est nous-mêmes. Ah oui, c'est bien dit, le fait d'être tous ces calmes, naturels, ça dépend des contextes. Un mélange de tout. Les gens naturels. Identité propre, le cool et le parfait. Alors, je vais vous dire ce que ce que j'ai appelé théorie du cadre me fait dire, c'est que les meilleurs orateurs sont effectivement ceux qui se servent des cadres plutôt que ceux qui ne les subissent. Ceux qui les subissent, j'entends quoi par là? J'entends que quand je dois parler, je ne sais pas pourquoi, mais je me mets à stresser parce que je me dis qu'il faut que je sois monsieur parfait. Voilà. Il faut que je respecte le R, le D, le V, et je n'ai pas le choix parce que je suis au boulot, il faut être sérieux. Il n'est pas sûr que je sois particulièrement à l'aise et éloquent en étant obligé de subir un monsieur parfait. En revanche, si je me sers de monsieur parfait, ça peut être plus intéressant. En fait, les personnes les plus à l'aise sont celles qui n'appartiennent pas à des cadres, mais qui se baladent de cadre en cadre en fonction, non pas de la prise de parole, mais du moment de la prise de parole. Ça veut dire que ces personnes vont commencer en étant monsieur cool, par exemple, créer un peu de lien, d'empathie, vont, au moment où il faut faire passer le message, être des monsieur, madame parfait, parce que c'est important que le public retienne, il faut être carré. Sur les passages moins utiles, vont être des monsieur, madame normaux, et vraiment, quand elles veulent, ces personnes, marquées en étant très différents, en apportant de la créativité, d'originalité, elles vont se permettre d'être des monsieur, madame libres. Facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, et si vous étiez avec moi, je vous aurais dit maintenant c'est à vous, présentez-vous 3 fois, je veux que vous vous présentiez en étant monsieur parfait, vous présentiez en étant madame normale, que vous présentiez en étant monsieur cool, que vous présentiez en étant monsieur, madame libre. Et vous auriez vu que votre maîtrise technique change, que votre fond change, mais surtout que votre liberté est bien plus importante. Je vous parle de ça maintenant,
pour remettre l'église au milieu du village, parce que le RDV, c'est super, et ça a aidé beaucoup de gens. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi quand j'étais timide, mais penser que le RDV est la panacée dans toutes les situations, c'est une grosse erreur, puisque c'est s'enfermer dans un monsieur, madame parfait qui n'est pas toujours adapté en fonction du moment où vous êtes. Et je pense que maîtriser son monsieur parfait, son madame parfait, ça aide encore plus à légitimer, à être à l'aise dans son monsieur cool, dans son monsieur. Donc, ce que je vous propose, si vous voulez travailler votre art oratoire, c'est de maîtriser votre monsieur, madame parfait, mais de ne pas négliger, de ne pas oublier ce côté plus détendu, ce côté beaucoup plus cool que nous avons tous et qui parfois semble ne pas être adapté dans des situations professionnelles. Il nous reste peu de temps, il nous reste 4 minutes, et je vous propose de terminer par ça, et après, pendant 15 minutes, on répondra aux questions que vous avez. C'était il y a quelques années, peut-être un de mes tout premiers clients qui s'appelait Pierre. Pierre, il était super fan de la méthode RDV, et vraiment, il voyait une utilité dans ses prises de parole professionnelles. Je me rappelle les 3 dernières prises de parole qu'on a bossées ensemble, l'antépénultième, c'est comme ça qu'on dit, l'avant-avant-dernière. Il prend la parole, RDV nickel, sauf qu'il ne s'en rendait pas compte, il se touchait les mains. Et je lui ai dit, attention Pierre, tu te touches les mains, tu crées une alternative d'écoute, ton public se concentre sur ce que tu fais, moi sur ce que tu dis. Il m'a dit, désolé, je ne le referai plus. L'avant-dernière, RDV toujours nickel, et là c'est bizarre, mais il ne s'en rend pas compte, et il continue de se toucher les mains. Et je lui ai dit, mais tu t'es pas rendu compte Pierre que tu te touchais les mains? Il m'a dit, ah non, je ne m'en suis pas rendu compte. Dernière prise de parole, il se met à travailler, à répéter, et là, c'est plus les mains qui se touchent, c'est les yeux qui clignotent de façon inconsciente. Et je lui dis, tu clignes les yeux. Et il me disait, je ne m'en suis pas rendu compte. Et là, moi, j'ai compris un point important, c'est que le RDV, c'est génial, mais si vous n'allez pas plus loin que le RDV, c'est-à-dire ce travail de façade, en évoquant certaines peurs qu'on a tous, pas être légitime, faire des erreurs, décevoir, pas être à la hauteur, faire perdre ses moyens, l'autorité, crainte de l'autorité qu'on peut avoir, si vous n'allez pas là-dedans, vous allez passer à côté de ce qui fait l'essence du stress, à savoir la peur. Et simplement, pour évoquer une crainte qui peut toucher beaucoup de personnes qui prennent la parole en public, je peux vous parler de la peur du regard des autres, peur du regard du public. Et si je vous posais la question de savoir, est-ce que vous partez du principe que le regard du public est plutôt positif, plutôt négatif, plutôt neutre, il y a de fortes chances que les personnes qui ne sont pas très à l'aise me diraient plutôt négatif. Et quand je vous demanderai comment vous expliquez qu'un regard extérieur, même pas le vôtre, a un impact sur votre prise de parole à vous, si je vous demande ça, vous allez me dire oui, mais c'est parce que j'ai envie de plaire. On ne sait pas, si ça se trouve, moi, N plus 1 ne va pas m'aimer, donc s'il ne m'aime pas, je ne pourrai pas progresser, donc quelque part, c'est ma carrière qui se joue. Et vous n'auriez pas tort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le regard de l'autre présente une crainte pour vous, il y a de fortes chances qu'on passe à côté de la chose suivante. Le regard des autres n'est bien souvent que mon propre regard de moi-même que je projette chez les autres. Parfait. Le regard des autres n'est bien souvent que mon propre regard de moi-même que je projette chez les autres. Je m'explique. Imaginons qu'en ce moment-là, je me dis je ne suis pas tout à fait légitime pour prendre la parole, je ne suis pas très vieux, c'est quand même Shine qui me propose d'intervenir, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, que je ne vois pas. Si je pense cela et que je me dis que je ne suis pas légitime, je vous assure qu'il va être très très simple pour moi d'imaginer que vous, derrière vos écrans, vous vous dites qu'il n'est pas légitime. Est-ce que vous pensez ça? J'en sais rien. Mais si je pense que vous pensez ça, c'est d'abord parce que je le pense pour moi. Vous voyez? Si je pense que vous pensez ça, c'est d'abord parce que je le pense pour moi. Et au fond, ce qu'on appelle le regard des autres, c'est bien souvent notre propre regard de nous-mêmes qu'on projette chez les autres. Ce n'est pas vous qui pensez cela. Et même si vous le pensiez et que j'avais deviné juste, je ne serais jamais sûr d'avoir deviné juste. Donc, on va arrêter de jouer à ce petit jeu qui consiste à deviner des pensées des autres parce qu'on ne fait que deviner nos propres pensées. Et en psychologie, ça annonce ce qu'on appelle l'effet télépathe. Se libérer du regard des autres, c'est commencer à avoir un regard positif sur soi pour imaginer que les autres ont un regard tout aussi positif. Voilà le travail à faire sur ses craintes, sur ses croyances. Et je vous assure que quand on fait ce travail, on est beaucoup plus à l'aise dans cet exercice de prise de parole. Il est 12h15. Virgile, j'ai respecté le timing. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. C'était Oui. passionnant. Je ne sais pas ce qu'en pensaient les autres, mais c'était vraiment passionnant. Est-ce que vous avez des questions pour Nicolas?
des remarques. Avec plaisir. Merci à vous. Charlie qui demande quels exercices pour progresser, notre monsieur parfait. Ouais. Alors, quel exercice pour progresser sur le monsieur parfait? La maîtrise et l'application scrupuleuse du RDV, donc le regard de voix, peut être pas mal. Donc, les exercices sur le regard, ce qui marche bien, c'est je prends des post-it, je les mets en face de moi et je m'entraîne à parler 3 secondes à chaque post-it. Une autre variante qui est assez marrante, c'est d'aller sur Google et vous tapez photo de groupe. Photo de groupe. Et donc, vous allez avoir beaucoup de gens face à vous et vous entraînez à parler comme ça à chacune des personnes qui est dans le groupe. Ça va vous entraîner à avoir un regard singulier, aléatoire, puis toujours d'intérêt décidé. C'est peut-être pas mal. Toujours sur le RDV, je pensais à quelque chose qui m'est sorti de l'esprit. Ouais, en fait, on peut chercher à adopter les postures en fonction des attitudes. Donc, monsieur parfait, il est parfait. Monsieur cool, il est plutôt détente. On peut aussi chercher à adopter ces cadres en fonction de l'état d'esprit des personnes. Je m'explique. En fait, monsieur parfait, sa peur, c'est de faire des erreurs. Il ne faut surtout pas faire d'erreurs. Il faut être parfait, vous voyez, carré, tiré à 4 épingles. Monsieur normal, sa peur, c'est de dénoter, d'être bizarre, différent des autres. Monsieur cool, sa peur, c'est d'ennuyer et de s'ennuyer. Ça va pas être drôle, je ne vais pas sourire. Et monsieur libre, sa peur, c'est d'être enfermé et de respecter un cadre. Donc, si vous voulez être dans une situation de monsieur parfait, il faut que vous créiez des situations dans lesquelles le souci que vous avez, voilà, le souci plutôt que de dire la peur, le souci que vous avez, c'est de ne pas faire d'erreur. Donc, le regard, vu comme ça, la posture, vous parlez de cette posture tirée un petit peu avec le livre sur la tête, et puis la voix, la respiration ventrale, c'est un bon exercice à mon avis, ou par exemple, exercice du théâtre, l'acteur, je lis des textes historiques et je m'entraîne à mettre le ton juste pour bien incarner le propos. Super. Il y a Eddie qui demande si tu as des conseils sur la prise de parole au téléphone, quand la personne, d'autres circonstances où la personne ne voit pas, quoi. Ouais, car le RDV ne fonctionne pas dans ce cas. Alors, moi, j'avais accompagné des commerciaux, c'était le mois dernier, et qui m'ont dit pareil, voilà, le regard, ça ne marche pas, il n'y a pas le regard au téléphone. Alors, je vais vous dire, je pense qu'il peut toujours y avoir le regard au téléphone. Comment? Eh bien, tout simplement en se mettant en face de soi une photo pour retrouver un petit peu de ce qui fait l'échange naturel. Je peux tout à fait mettre une photo, petite image, et je m'entraîne à parler comme si je parlais à cette personne, vous voyez, qui est face à moi. Donc ça marche. Au téléphone, ce qui est super important, c'est de garder à l'esprit la théorie du cadre. C'est-à-dire que si je suis que monsieur parfait au téléphone, et après il dit je ne connais pas votre contexte, mais vous allez très vite manquer de capacité à persuader. Donc si vous commencez en étant monsieur cool, un peu plus détendu, et que vous vous permettez par moment, notamment au moment où, je ne sais pas, si vous voulez vendre quelque chose, vous devez rassurer, là, vous repassez en monsieur parfait, le meilleur conseil que je peux vous donner, en tout cas qui me vient à l'esprit, c'est plutôt ça, c'est travailler votre capacité à vous balader de cadre en cadre par téléphone. Et là, vous serez plus à l'aise, à mon avis. Il y a Ludovic qui parle de la dimension du rendez-vous individuel. Il se demande si on peut appliquer ça quand on n'est pas face à une audience où il y a beaucoup de personnes. Euh, L'idée de ne pas stresser aussi avant. Oui. Alors, donc dans le cadre individuel, oui, je pense qu'on peut l'appliquer. Dans le cadre individuel, tout va dépendre de votre interlocuteur. Généralement, le regard va être un petit peu moins tenu. Si vous sentez que vous avez face à vous quelqu'un qui est à l'aise pour tenir le regard longtemps, pas de souci. Mais dans le cadre individuel, étant donné qu'on est dans une relation qui se veut plus personnelle, vous voyez, personnel, c'est beaucoup plus monsieur cool que monsieur parfait. Donc, monsieur cool, il est moins dans le regard continu, aléatoire, singulier, d'intérêt décidé, et dans un regard beaucoup plus proche du lâcher-prise. Donc, on peut tout à fait, dans le cadre individuel, je ne sais pas moi, si j'ai un entretien, ça reste un cadre individuel, vous voyez, mais ce n'est pas un cadre personnel. Et vu que ce n'est pas un cadre personnel, je vais être un peu moins monsieur cool que monsieur parfait. Donc, tout dépend, non pas du nombre d'individus, mais de la teneur de l'échange. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Et dans ce cas-là, moi, je m'adapte. Super. Euh, Pardon. Je vais prendre encore deux questions. PH demande comment capter l'attention dès le départ. Un petit trick, une petite astuce. Il y a pléthore d'accroches.
la citation, le fait surprenant, le chiffre marquant, le storytelling, l'anecdote, le sondage, la question rhétorique. Savez-vous qu'il existe aujourd'hui plus de flamants roses en plastique que de flamants roses en chair et en plume? Surprenant. Puis derrière, vous me parlez de votre projet autour de l'environnement. Il faut faire deux choses. Commencer par une phrase surprenante, donc audacieuse et courte. Partez du principe que vous avez face à vous pour commencer des spectateurs, vous n'avez pas encore des auditeurs. Donc si vous avez des spectateurs, ils sont là, ils regardent, mais je suis ailleurs. Facebook, j'ai mon boulot, on est mercredi aujourd'hui, je travaille. Donc spectateurs, il faut en faire des auditeurs, et pour en faire des auditeurs, je vais faire cette petite phrase, ces deux petites phrases courtes, surprenantes, et qui créent une émotion. Et dès que vous les avez, ça marche mieux. Donc c'était les différentes techniques que j'évoquais, mais au-delà des techniques, c'est créer une émotion et être bref. Allez, peut-être une dernière question. Sofiane demande, avez-vous des conseils, références pour les personnes neuroatypiques? Car tout ce qui a été dit est très bien, mais très compliqué pour ce genre de personnes. Moi, quand je vois ça, je pense tout de suite à l'idée du regard. Je sais que pour certaines personnes, alors je ne sais pas si c'est neuroatypique, mais ça peut être difficile de porter son regard sur l'autre parce que voilà, moi, quand je regarde quelqu'un, j'arrive plus à me concentrer. La posture, on se sent parfois un peu trop à l'étroit, trop engoncé. Moi, le conseil que je pourrais vous donner si vous sentez que les techniques sont trop lourdes, c'est de vous rassurer à un niveau psychologique. Les techniques, si vous voulez, c'est la partie physique qui vous permet de vous rassurer. Mais ce qu'on a dit à la fin sur le côté regard des autres, etc., ce sont aussi des techniques, mais qui permettent de se rassurer ici, à un niveau plus psychologique. Donc, pour des personnes qui sont neuroatypiques et qui généralement peuvent avoir des émotions peut-être un peu plus fortes, peut-être un peu plus sensibles, je pourrais vous recommander de vous rassurer à un niveau psychologique. Alors, psychologique dans le cadre d'un échange, d'une formation, et je ne parle pas forcément avec un psy, mais donc se rassurer à un niveau psychologique en travaillant sur ces peurs dont je vous ai parlé. Et après, quand il y a moins ces peurs, les techniques deviennent moins utiles. Les techniques, c'est des béquilles, hein. Quand on est à l'aise, on les applique ou on ne les applique pas, mais elles ne sont pas des obligations, elles sont des choix. Super. Allez, on va prendre la question d'Ariane pour finir. Quelle posture pour les réunions en WebEx? Alors, posture physique ou posture plus attitude? Après, je peux répondre aux deux. Posture physique, plutôt. Moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être plus physique, étant donné qu'il n'y a pas le côté réel, entre guillemets. Mais je ne sais pas, peut-être Ariane. Toute la partie attitude. Allez, ben, j'espère que vous avez une heure de plus parce que c'est parti. D'ailleurs, je plaisante. Alors, toute la partie attitude, compliqué, hein, parce qu'à distance, la problématique qu'on a eu par exemple aujourd'hui, c'est qu'à distance, par définition, on est moins présent. Et si on est moins présent, il est beaucoup plus difficile de maintenir l'attention des gens dans la durée. Si je veux maintenir votre attention, il faut que j'accepte de vouloir créer la relation. Et la relation, on la crée en Monsieur Cool. En Monsieur Cool, Madame Cool, j'entends par là accepter d'être un peu plus léger, avoir encore plus de variations de voix, faire prioriser l'émotion à l'information, être un peu plus dans la posture de proximité que dans la posture d'autorité. En Webex, je vais chercher à être un peu plus à gauche qu'à droite, dans la théorie du cadre, bien sûr. Plus je vais accepter ça, plus j'aurai de l'écoute, mais quand même, je dois par moment faire passer de l'information, assumer quelque chose. Retenez aussi ça, la variation crée l'attention. Dès que vous arrivez à créer de la variation, qu'elle soit physique, de par comme je le fais, les gestes que je fais, ou la variation de voix, ou la variation de fond d'information, dès que vous arrivez à créer de la variation, vous parvenez à capter et à retrouver l'attention. Et c'est le défi qu'on a bien souvent en WebEx, donc en visio à distance. Génial. Eh bien, merci. Merci à tout le monde. Merci Nicolas. C'était Merci vraiment beaucoup. super. Merci à tout le monde pour les messages, l'interaction. C'était vraiment super chouette Merci. à vivre. Une dernière information, on fait un autre webinaire qui va un peu compléter le webinaire de Nicolas aujourd'hui. Un webinaire sur le pitch animé par Karen Flissern. C'est mardi prochain. Je vous poste le lien ici.
Donc voilà, pareil, la même mécanique. Sauf que la petite différence, c'est qu'il va y avoir quelqu'un qui va pitcher à la fin et Karen pourra donner ses conseils, ses remarques, faire ses suggestions en direct. Voilà, oui, Majdi, il y aura le replay. Je vais vous l'envoyer là, soit tout à l'heure, soit demain. Pas de souci. Eh bien, merci encore, merci à tout le monde. À bientôt, j'espère. Et puis, bon appétit et puis bon après-midi. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.